le cadre de l'état d'urgence, puisque comme vous le savez, donc, depuis le 13 novembre 2015, la France est sous état d'urgence et le sera normalement jusqu'au 1er novembre prochain, donc dans une quinzaine de jours. Et si je vous parle d'un régime qui normalement est appelé à disparaître, il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de tendances qui dépassent largement le cadre de l'état d'urgence, et c'est ce que je vais essayer de démontrer. Donc concrètement, quand on a souhaité travailler sur cette question-là, on l'a fait suite à un certain nombre de dispositions légales contenues dans la loi sur l'état d'urgence, qui nous semblait extrêmement problématique, puisque il y avait énormément d'articles de loi qui permettaient de prendre des mesures administratives sans passer par un juge sur des motifs extrêmement flous, non pas en lien avec une entreprise terroriste, mais en lien avec un comportement qui pourrait susciter un trouble à l'ordre public, à la sécurité publique, voire même qui pourrait provoquer ou promouvoir le désordre. Donc on voit bien que la notion et ce genre de motivation extrêmement floue, eh bien, dès la base de la loi, permettait finalement un certain nombre de dérives de pouvoir s'exprimer. Donc très concrètement, je vais vous présenter en deux parties un petit peu les résultats de cette recherche. La première qui va vraiment être consacrée sur les effets directs, c'est-à-dire sur ce que cette nouvelle loi a permis, ce que le cadre légal dans lequel on vit depuis 2 ans a permis en termes de restriction du droit de manifester, du droit de rassemblement. Et puis aussi, parce qu'on voyait bien que c'était pas suffisant quand même pour couvrir, au fur et à mesure que la recherche avançait, on voyait bien que c'était pas suffisant pour voir un petit peu eh bien, les restrictions globales au droit de manifester en France dans cette période-là. Il nous a semblé extrêmement nécessaire d'élargir la recherche à ce qui concernait plutôt les stratégies de maintien de l'ordre qui étaient déployées essentiellement pendant la loi travail, puisque c'est essentiellement ce mouvement social qu'on a couvert, et aussi les violences dans ce cadre, les violences policières qui pouvaient être soit abusives, soit complètement arbitraires. Donc on va y revenir, avec un certain nombre de pistes éventuellement pour la fin. Donc concrètement, que permet la loi relative à l'état d'urgence? Concrètement, ça permet au préfet d'interdire des réunions publiques, que ce soit dans des espaces clos ou privés, au motif qu'elles sont susceptibles, comme je le disais, de provoquer ou d'entretenir le désordre. Un préfet peut aussi restreindre la circulation de personnes dans des zones données, ce qui empêche par définition la tenue d'un certain nombre de rassemblements publics. C'est-à-dire qu'un préfet peut déclarer telle ou telle zone un périmètre de protection et donc interdire la tenue d'un rassemblement ou d'une manifestation dans l'espace public à cet endroit-là. Par ailleurs, et ça c'est quelque chose qui a été rajouté au fur et à mesure, donc dans la 4e extension de la loi sur l'état d'urgence, le 21 juillet 2016, les préfets peuvent interdire des cortèges, défilés et manifestations s'ils ne peuvent pas assurer le maintien de l'ordre public, non pas compte tenu du risque de trouble à l'ordre public ou de la gravité des menaces qui pèseraient, mais compte tenu des effectifs de police dont ils disposent. Et ça, c'est quelque chose qui nous a paru extrêmement dangereux et qui nous a malheureusement donné raison. Par ailleurs, une autre chose à avoir en tête extrêmement importante, c'est que toutes les mesures que l'on enfreindrait dans le cadre de l'état d'urgence, eh bien, constituent un délit et peuvent être passibles de poursuites pénales. Concrètement, quand on est organisateur d'une manifestation, même si elle est déclarée illégale, normalement, en droit français, on n'est pas pénalement responsable. Néanmoins, dans le cadre de l'état d'urgence, si on enfreint une mesure qui a été prise, eh bien, cela constitue automatiquement un délit, et donc cela peut être poursuivi pénalement. Concrètement, si on regarde quelques chiffres sur... alors, peut-être une première chose, on a très peu de chiffres, alors ça va faire moins savant que ma collègue, mais tout simplement parce qu'on a été assez bouleversé du manque de statistiques et de suivi
des mesures de l'état d'urgence du point de vue des autorités, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ou les préfectures qu'on a pu interroger et rencontrer. Et on a donc assez peu de statistiques et qui sont assez peu détaillées. Mais concrètement, sur la base des mesures de l'état d'urgence, le chiffre officiel qui nous a été communiqué, c'est 155 rassemblements publics qui ont donc été interdits sur la base de l'état d'urgence. On sait par ailleurs, on n'a pas le chiffre exact, mais on sait par ailleurs qu'il y a des dizaines d'autres rassemblements publics qui, pendant la même période, ont été interdits sur la base, là pour le coup, du droit commun. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que, donc sur la base du droit commun, ou, alors j'ai plus l'intitulé exact en tête, mais si le rassemblement est de nature à provoquer un trouble d'une telle ampleur que aucune force de police ne sera en capacité de le juguler ou de le... Enfin bon, bref, c'est plus juridique que ça, mais en gros c'est ça. Mais ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'on constate que dans les arrêtés d'interdiction, dans l'immense majorité des cas, le droit commun comme les mesures de l'état d'urgence ont été invoquées de manière commune. C'est-à-dire que l'un renforçait généralement l'autre. Et ce qui nous paraît, mais de manière toujours extrêmement succincte, avec quasiment, généralement, aucune motivation, si ce n'est, par exemple, pour un préfet de dire « Eh bien non, nous n'avons pas suffisamment de force de l'ordre, donc circuler, il n'y a rien à voir, cette manifestation sera interdite, revenez plus tard ». Mais le fait d'avoir mélangé droit commun et mesures de l'état d'urgence dans les arrêtés d'interdiction montre, selon nous en tout cas, une contamination des mesures de l'état d'urgence dans les outils à disposition qui viennent renforcer finalement un certain nombre de mesures prises au titre du droit commun. Donc malheureusement, on a demandé des statistiques au ministère de la Justice et de l'Intérieur sur eh bien, les années précédentes, combien de rassemblements avaient été interdits pour avoir des bases comparatives. Malheureusement, on ne les a pas obtenues, a priori parce qu'ils n'existent pas. Néanmoins, il nous semble que ça fait peu de doute qu'il y a eu une hausse exponentielle entre 2015 et 2017 du nombre de rassemblements et manifestations interdites. Alors, les autorités invoquent le fait que 99% des demandes de rassemblement faites en France, eh bien, alors quand on parle de rassemblement, on ne parle pas forcément de rassemblement revendicatif, ça peut être un rassemblement festif, ça peut être de tout type, que 99% de ces rassemblements se sont tenus. Néanmoins, ce que l'on constate sur ceux que l'on a pu étudier, c'est que les rassemblements qui avaient été interdits étaient tous systématiquement des rassemblements de type revendicatif, énormément dans le cadre de la loi travail, mais aussi de manifestations de soutien aux droits des migrants. Ça a été aussi une constante qu'on a pu retrouver tout au long des 2 ans de l'état d'urgence, et aussi des manifestations contre les violences policières, où un grand nombre ont été aussi interdites sur la base des mesures de l'état d'urgence. Un deuxième aspect extrêmement important, ce sont les interdictions individuelles de manifester. Alors, enfin, dans la terminologie juridique est différente, hein, ce sont des interdictions de paraître ou de séjour dans un certain nombre de zones, mais concrètement, quand on regarde les statistiques et à qui elles se sont impliquées, eh bien, c'était, pour l'immense majorité des cas, 95% des cas, c'était vis-à-vis de personnes à qui on interdisait de se rendre dans tel périmètre où se déroulaient des manifestations à titre revendicatif. Et pour les 5% restants, c'était essentiellement des interdictions de stade. Concrètement, on a un peu plus de 700 mesures individuelles qui ont été prononcées sur la période étudiée. Et il faut avoir en tête que ces mesures ont pu concerner une même personne plusieurs fois, que cette mesure a pu
se prendre sur une manifestation précise, c'est-à-dire, bon, toi, tu ne te rendras pas tel jour à tel endroit, mais ça pouvait être aussi une mesure qui était prise sur plusieurs mois, c'est-à-dire, bon, bah, jusqu'à la fin de l'état d'urgence, telle personne n'aura pas le droit de se rendre dans tel ou tel cadre revendicatif, notamment, alors c'était beaucoup à Nantes, donc on avait pas mal d'arrêtés d'interdiction avec des gens qui se voyaient interdire nommément les manifestations en soutien à Notre-Dame-des-Landes, les manifestations en soutien à la loi travail et les manifestations, enfin en soutien à la loi travail, pardon, hein, excusez-moi du terme, les manifestations loi travail ou les manifestations en soutien aux migrants. C'était assez flagrant. Et concrètement, ce dont on s'aperçoit, c'est que les motivations étaient extrêmement faibles. C'est-à-dire que ce genre d'interdiction pour un droit fondamental qui est celui de manifester, pour prendre ce type d'interdiction, il faut vraiment généralement avoir beaucoup de choses à reprocher à une personne, et notamment que la justice est quand même déterminée que telle personne s'était rendue coupable d'un certain nombre d'agissements violents ou était au moins inculpée. Et dans ces cas-là, on a un certain nombre de jurisprudences qui effectivement font que certaines personnes peuvent, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, eh bien, se voir interdire de manifester. Là, c'était vraiment pas du tout le cas. L'essentiel des arrêtés d'interdiction se prenait sur deux éléments de contexte. La présence dans une manifestation où des violences ont été commises. Donc, une présence dans une manifestation où des violences ont été commises. Donc, vous imaginez en tout cas que pour la loi travail, voilà, c'était une minorité qui commettait des violences, mais beaucoup de gens pacifiques se trouvaient non violents à ce moment-là. Par ailleurs, c'était aussi, et ça nous a aussi pas mal inquiété, c'était le fait que la personne était considérée comme appartenant, alors avec des terminologies différentes, mais à la mouvance d'ultra-gauche ou à la mouvance de gauche radicale. Mais c'était des personnes qui étaient soit qui n'avaient fait l'objet d'aucune interpellation, soit qui avaient été interpellées sans inculpation. Et concrètement, quand on voit le type de personnes à qui ça s'est appliqué, ça va être... alors, au début, heureusement quand même, la justice administrative a mis un certain nombre de bornes au fur et à mesure de la jurisprudence, mais au début, c'était vraiment des personnes qui étaient considérées comme les leaders du mouvement universitaire ou syndical ou étudiants dans un certain nombre d'endroits, et à qui on disait, eh bien toi tu n'as plus le droit de participer à telle manifestation sur telle ou telle période. Ça a été pris aussi à l'encontre d'un certain nombre de syndicalistes, donc dans le rapport hein, que je pourrais vous montrer. Ce qui était intéressant, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour la suite, ce qui est intéressant à concevoir, c'est que la justification initiale hein, des autorités était « Oui, mais vous comprenez bien, on a une tâche prioritaire, c'est assurer la sécurité des Français face à la menace terroriste. » Et ça, personne, bien évidemment, ne peut le nier. Mais ce que l'on voit très rapidement, c'est que... donc on peut tout à fait comprendre, on a eu une longue discussion avec la préfecture de police de Paris là-dessus, mais on peut tout à fait comprendre une certaine logique qui fait que juste après le 13 novembre, eh bien, au moment de la COP21 par exemple, hein, quand il y a eu des interdictions généralisées de manifester, bon, nous, Amnesty, on a contesté et dénoncé ces interdictions généralisées qui nous semblaient totalement disproportionnées, mais on peut comprendre dans les jours ou semaines que les forces de l'ordre aient une assignation et une mission prioritaire, et le cadre de l'état d'urgence est justement prévu pour déroger temporairement et de manière exceptionnelle à ce genre de choses. Mais quand on voit qu'il s'installe, on voit qu'en fait il est de facto détourné de cette logique première. Et quand on voit donc les interdictions individuelles de manifester, qui n'étaient pas prises par rapport à la menace terroriste ou pour épargner du travail aux forces de l'ordre, un officiel que je ne nommerai pas, mais enfin, qui était directement en charge hein, de rédiger les arrêtés d'interdiction individuelle, quand on lui disait « non mais quand même là, c'est quand même assez incroyable que
vous n'ayez même pas essayé de justifier un tout petit peu plus que de dire que cette personne appartiendrait à la mouvance radicale selon un signalement anonyme d'une note blanche émanant de vos services de renseignement. Et il était là, oui, mais enfin, écoutez, oui, on tente et on sert des possibilités offertes par la loi. Et ça, c'était 3 mois. Et il le disait de manière extrêmement ingénue. Et donc ça, quand même, le tribunal administratif de Paris a cassé cette décision. Et donc il fallait quand même que les préfectures motivent un tout petit peu plus leurs arrêtés d'interdiction. Mais on voit bien que... Voilà, donc j'avance. Deuxième aspect, voilà, ça c'est vraiment sur la logique administrative et ce que permettait directement la loi sur l'état d'urgence. Ce qu'on a pu constater aussi concrètement, et c'est paradoxal avec les justifications apportées par les autorités, c'est des stratégies de maintien de l'ordre qui sont définitivement contraires au droit international et aux normes en la matière, mais surtout qui étaient extrêmement coûteuses en ressources humaines. C'est-à-dire qu'on a vu dans les cortèges de la loi travail, mais pas que, des stratégies de maintien de l'ordre qui nécessitaient l'emploi d'énormément de forces de l'ordre pour permettre d'assurer l'ordre public. Donc c'est ce que l'on a pu voir notamment avec des cortèges totalement fermés à l'ensemble des points de sortie, à l'ensemble des rues, au début, à la fin, avec le recours à des fouilles systématiques dans un certain nombre de manifestations, mais aussi par exemple avec le recours très fréquent aux fameuses NAS, donc aux stratégies de confinement de manifestants, pardon. En droit international, le recours au confinement est toléré, si ce n'est légal, mais en tout cas toléré dans un seul cas, hein, qui est de séparer un certain nombre de manifestants violents d'autres manifestants pour permettre une meilleure, circonscription de la menace. Non, c'est bon, hein, on se sera compris. Or là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'à de très nombreuses reprises, et malheureusement on s'est retrouvé dans la NAS aussi en tant qu'observateur à de nombreuses reprises, ça s'appliquait à de très nombreux à des manifestations totalement pacifiques et qui, du point de vue international, étaient tout à fait légales et tolérables. Un exemple, hein, tout bête, mais c'est, je crois que c'était le 5 juillet 2016, quand donc le 49.3 passe à l'Assemblée nationale pour voter la loi travail, donc circule sur les réseaux sociaux un appel à se rassembler devant l'Assemblée nationale sur le pont de la Concorde. Et donc là, c'est une manifestation typiquement non déclarée, mais en droit international, on a tout à fait, enfin, le droit de manifester pacifiquement est premier quand on réagit à quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était totalement un cadre totalement légitime qui était de réagir à l'annonce d'un 49.3 passé pendant une manifestation. Mais là, cette manifestation qui n'avait... voilà, nous on était en tant qu'observateurs pendant les 5 heures où il y a eu la NAS. Quand je vous dis qu'il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre à l'égard de forces de l'ordre, ou qu'il n'y a pas eu la moindre violence, eh bien, pendant 5 heures, des manifestants ont été confinés sur un endroit tout de même assez dangereux, hein, puisque c'est un pont, et on peut tout à fait imaginer qu'il aurait pu y avoir de graves problèmes. Bon, je vais avancer. Quand même ensuite, alors, on n'a pas d'éléments comparatifs, mais tout de même, tout le monde a pu s'apercevoir que le contexte des manifestations avait été particulièrement violent et source d'énormément de tensions. Alors, avec effectivement des statistiques, celles-ci connues, concernant les forces de l'ordre, et donc selon les statistiques, 336 policiers ont été blessés, 45 gendarmes entre mars et octobre 2016, ce qui n'est bien évidemment pas rien, mais à l'opposé, un déni total, ou en tout cas une absence de prise en considération des violences, qu'elles soient justifiées ou abusives, ça c'est à l'enquête de le déterminer, mais des violences à l'encontre des manifestants.
Et quelques chiffres qui permettent un petit peu de situer les écarts. Quand la préfecture de police de Paris parle de 32 blessés à Paris parmi les manifestants pour l'ensemble de la durée des manifestations loi travail, les street medics, donc ces manifestants qui apportent un certain nombre de premiers secours, en comptabilisaient plus de 1000. Alors ce ne sont pas des chiffres qu'on endosse, hein, parce que ce n'est pas nous qui avons fait cette statistique. Ceci dit, le traitement comptable nous semblait, en tout cas l'ordre d'idée, et les constatations que l'on a pu faire nous semblaient beaucoup plus proches, effectivement, des 1000 que des 32 constatés par la préfecture de police de Paris, qui ne se basait, là, elle, que sur le nombre des plaintes déposées à l'IGPN. Et enfin, à Nantes, 500 personnes blessées selon les street medics, 0 pour la préfecture. Voilà, 0. C'est le préfet qui m'a indiqué qu'il y avait eu 0 personnes blessées. Du coup, j'ai vraiment pas le temps, je suis désolé, de rentrer dans les violences arbitraires ou excessives. Mais ce que l'on a pu constater, c'est qu'il y a vraiment eu alors, il y a eu aussi un phénomène tout de même important, qui est des attaques répétées, voire délibérées, à l'encontre de photographes ou de vidéastes, que ce soit des journalistes professionnels ou que ce soit de simples citoyens manifestants qui prenaient des images, en sachant que bien évidemment, légalement, dans l'espace public, on peut filmer les agissements des forces de l'ordre comme de toute information d'intérêt public. On constate une impunité importante, et à cela deux choses: l'impossibilité d'identifier les agents, et là on l'a vu, hein, mais il n'y avait aucun matricule visible alors tout n'est pas résolu par les matricules, mais en tout cas la loi oblige à ce que ce soit visible, et en l'occurrence ce n'était quasiment jamais le cas. Et on constate aussi dans un grand nombre de classements sans suite que quand deux témoignages s'affrontent, y compris avec un certificat médical, bien, généralement le témoignage du policier prévaut sur celui de la victime. Donc ce que l'on peut en conclure, et ce qu'il faut avoir en tête pour les années à venir, alors qu'on va sortir de l'état d'urgence, c'est une vraie stratégie de l'attention qui va vraiment à l'encontre du droit international et des principes directeurs des Nations Unies sur l'usage de la force et le maintien de l'ordre. Et ça qui nous semble assez récent. Un usage de la force inapproprié avec ce que je soulignais, une impunité persistante des forces de l'ordre. Mais plus généralement, ce qui nous semble le plus problématique, c'est que l'état d'urgence a mis dans une espèce de culture de faire prévaloir la recherche de l'ordre public au détriment de la liberté de manifester. Alors on est bien conscient que c'est un équilibre très délicat à assurer pour les autorités comme pour les forces de l'ordre sur le terrain, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de logiques préventives visant à contrer des menaces potentielles qui vont se faire au détriment des risques avérés et de la gestion des troubles à l'ordre public lorsqu'ils se passent. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a entraîné un effet extrêmement dissuasif, l'ensemble de ces facteurs, sur le droit de manifester pour de nombreux citoyens. Et alors ça, c'est très empirique, hein, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a eu quelques sondages qui ont été faits, mais enfin, voilà. Mais on voit bien qu'effectivement, au fur et à mesure que les mouvements avançaient, qu'un grand nombre de personnes, soit ne souhaitaient plus venir manifester en famille, quelle qu'en soit la cause, hein, mais en tout cas, du fait des violences, du fait de l'environnement extrêmement anxiogène et oppressant. Et ça, c'est tout de même une donnée qui va rester au-delà de l'état d'urgence et à laquelle on doit faire face. Et enfin, un dernier point, et ce sera vraiment le dernier. Qu'est-ce qui reste de l'état d'urgence? C'est la possibilité aujourd'hui, dans la loi anti-terreau, de créer des périmètres de sécurité sur des bases extrêmement floues, de la même manière que ce qui était possible pendant l'état d'urgence. C'est enfin la tentation de la police préventive. Les interdictions individuelles de manifester, le droit de manifester soumis aux moyens des forces de l'ordre, tout ça, heureusement, ne se retrouve pas dans la nouvelle loi qui est censée prendre la suite de l'état d'urgence, mais il y a eu de nombreuses tentatives d'amendement
et pas forcément des forces les plus extrêmes, pour intégrer ce genre de mesures à notre arsenal de droit commun. Et je pense que là, il y a vraiment une vigilance extrême à avoir, parce qu'il suffirait d'un fait divers malheureux, d'un cavalier législatif, de quoi que ce soit, pour que la tentation finalement de donner à l'intérieur, au détriment de la justice, eh bien, des moyens de prendre des mesures extrêmement restrictives des droits et libertés pour les manifestants. C'est une menace qui, à mon avis, reste l'état d'urgence, en tout cas, à intégrer cela dans la culture des autorités policières et de l'État français. Donc faire très attention à cela. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir été trop long.